lire le roman d'Eva avant, encore sous l'impulsion de Réassi, et j'ai découvert Romuald avec les Greveuses plus récemment. Je vous avoue qu'il n'y a pas plus différent que ces deux romans-là en termes de thème, en termes d'écriture, en termes de persona. Il n'y a pas plus différent que les deux. Et au départ, je me disais, mais comment je fais pour associer ces deux personnes dans une discussion? Et puis, en fait, c'est apparu assez vite. Parce qu'on est effectivement sur le thème de l'immigration ou de l'expatriation. On va discuter de ces mots-là, hein, puisque dans un des romans, on parle beaucoup d'expatriation. Dans l'autre roman, on est plutôt sur l'immigration. C'est toujours discuter du mot et de la définition du mot, ce sont des choses importantes. Et ce qui est important dans ces deux romans-là, c'est que dans les deux cas, effectivement, on est sur l'impact sur la génération d'après, mais la manière de les explorer n'est pas la même. Donc je vais commencer rapidement à vous parler du roman d'Eva. Je l'ai en PT, c'est moins visible parce que je l'ai en version électronique. Imaginez le livre et la couverture. Là, on est sur quelque chose de... Vous savez... Pourquoi je dis Eva Guerra? Je dis Eva Guerra depuis tout à l'heure. Il y a un A et ça rime. Désolé, c'est Eve Guerra. C'est vrai. Pardon. Donc, Eve Guerra, moi je suis congolais. Certains Congolais sont là. On avait une expression au Congo où on disait Mundele Kwanga. Oui. Et Eve Guerra parle de celui qui est Mundele Kwanga. Oui. C'est vraiment ça. C'est quoi Mundele Kwanga? C'est le blanc qui habite avec les Africains, qui habite dans le quartier. C'est le blanc qui traîne dans le quartier, qui est là avec vous. Et quelque part, Mundele Kwanga, c'est... Mais tu devrais être un blanc, tu devrais être dans le bal de l'ambassadeur, on ne devrait pas avoir accès à toi, mais on a accès à lui. Et c'est ce qui m'a intéressé, parce que quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais tiens, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui écrit sur le Mundele Kwanga. Et là, donc, le personnage de Giovanni, qui est cet homme-là qui est machiniste, qui est mécanicien, qui travaille sur des chantiers, à réparer les grands camions de chantier, les grandes machines de chantier, qui a habité à Moussenjo au Congo, qui est parti au Gabon, qui est allé au Cameroun, qui décède donc à Ezeka au Cameroun. Et le roman commence là où sa fille, qui est étudiante à Lyon, en littérature, reçoit la nouvelle du décès de son père, et donc il faut enclencher toutes les démarches pour rapatrier le corps en France. Vous savez, quand on est immigré ici, on a absolument la version inverse. Et donc là, il faut faire venir le corps du Cameroun, venir l'enterrer ici. Donc il y a toute la famille, les tantes, Alda, les oncles et autres qui entourent cette jeune fille, donc qui est fille unique. Et donc à travers elle, on refait le parcours du parent, mais le parcours aussi, son parcours à elle aussi. Je vous avoue, et il faudra m'expliquer, mais elle est, pendant tout le roman, elle est particulièrement antipathique. Moi, je voulais vraiment faire... Alors, ce que je trouve intéressant chez Annabella, c'est qu'elle n'est pas belle. C'est exactement ça. Elle n'est pas belle, elle est décrite comme... C'est un garçon manqué. C'est un garçon manqué. Un peu souillant. Un peu crade. Un peu souillant, un peu crade, pas du tout élégante. Et puis, elle est extrêmement antipathique avec son entourage. Elle est même toxique. Elle utilise les autres. Voilà. Gabriel prend des coups. Gabriel, c'est le petit copain. Elle est exécrable. Oui, mais ça m'intéressait de faire un personnage qui ne soit pas forcément aimable. Mais pour revenir sur cette histoire de Mundele Kwanga, je m'en souviens que c'était une insulte qu'on me disait quand j'étais dans le quartier. On disait ton père, c'est ton Mundele Kwanga. Et donc, alors, je crois que ce qui est intéressant, ce que j'ai voulu montrer dans Rapatriement, c'est que l'immigration ne concerne pas seulement les pays du sud vers le nord. Ça concerne toutes les populations pauvres dans le monde qui vont essayer de trouver d'autres solutions pour s'en sortir. Dans le cas de la famille d'Annabella, ce sont des Italiens. Les Italiens qui sont déjà immigrés en France. Voilà. Et les Italiens, au début du XXe siècle, c'est des populations qui sont très très pauvres. Quand ils arrivent aux États-Unis, on les met dans les mêmes quartiers que les Noirs. C'est-à-dire que pour les Américains, c'est
une sous-population. Les Américains blancs, c'est une sous-population. Et quand ils arrivent en France aussi, c'est aussi une sous-population. Ils sont au fond de la classe. On les réoriente pour faire des métiers professionnels. Donc quand il part en Afrique, c'est surtout un aventurier. C'est son Eldorado. Voilà, c'est son Eldorado, c'est surtout un aventurier. Et il dit qu'il est expatrié, mais c'est un confort de langage, mais parce qu'il n'est pas du tout expatrié. Parce qu'il est... En France, on le dirait, c'est un immigré. C'est un immigré. Mais comme c'est un blanc au pays, on dit que c'est un expatrié. C'est un expatrié. Mais je reviens, et on ira sur combien, je reviens sur justement le fait que, comme on dit, Annabella n'est pas belle, c'est un bonhomme. Et justement, c'est là où vient pour moi la transmission. Son père, et on le lit plus tard, je ne sais pas s'il faut faire attention que je ne spoil pas trop. Son père est issu d'un milieu dur, avec un père qui a été violent. Son père lui-même, c'est pas un gars sympa. Il est violent, il est raciste, il picole, ouais. Il fume. Ouais. Et il se retrouve, quand la mère d'Annabella disparaît de l'environnement, il se retrouve à gérer cette fille-là tout seul. Elle a 7 ans. Donc c'est lui qui éduque sa fille de manière, enfin éduquée plus ou moins. Hein. Il accompagne en fait le fait que sa fille grandisse, et sa fille lui ressemble. La violence du père, la violence physique que lui a, oui. Elle, c'est la violence psychologique qu'elle exerce sur les autres. Oui, tout à fait. C'est que son père est un... En fait, ce que je voulais montrer, c'est qu'en fait, on ne naît pas monstrueux, on le devient. Le père plus tard, dans le roman, on découvre l'enfance du Exactement. Père d'Annabella Djurali. Il y a un cycle. Il y a un cycle de la violence, et en fait, dès l'instant où la violence se transmet, et on fait partie on a toujours été une population humiliée, ce sont des immigrés humiliés, etc. Donc le père d'Annabella, c'est la figure du petit contremaître. C'est très intéressant, parce que le petit contremaître, c'est qui ? C'est quelqu'un qui n'est pas assez puissant pour être un maître, mais il a quand même une poste de responsabilité. Donc comme il a un peu de responsabilité, et qu'il est oppressé par quelqu'un qui est au-dessus, il fait pareil en dessous. Voilà, il fait pareil en dessous. Et donc la violence est décuplée, parce que c'est la violence du dominé. Et Annabella, elle est éduquée aussi par un homme qui lui apprend à voir le monde comme un lieu de prédation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous servent, nous-mêmes on peut servir d'autres personnes, etc. Et je crois que c'était intéressant pour moi de créer ce personnage-là. C'est pas quelqu'un d'aimable. Hein. Vraiment, il y a des gens qui m'ont dit... Non, mais justement, c'est très bien, parce qu'elle porte ses bagages. Oui. Au départ, elle est vraiment pas sympa. À la fin, elle est toujours pas sympa, mais on a vu ses bagages. On a vu comment elle a porté ses bagages. On a vu comment elle porte les bagages de son père. Comment son père a porté les bagages d'avant. Donc on a vu quelque part cette transmission-là qui se poursuit. Et surtout, parce qu'il faut rester là-dessus, on voit l'amour filial qui est extrêmement fort entre les deux. Donc, quelles que soient ses failles, cette fille aime son père, c'est la prunelle de ses yeux, mais il y a une violence qui est transmise en fait d'une génération à une autre. Ce qui m'intéresse, c'est comment en tant qu'autrice, on compte des personnages de père ou de mère sans en faire un archétype. Je m'explique. J'en ai parlé en plus, on en a échangé beaucoup avec Réassi, et d'ailleurs Romuald passera au tamis là-dessus. C'est que en littérature africaine, c'est pas très souvent qu'on déglingue la figure de la mère déjà, parce que la mère elle est très souvent, vous savez, la femme potonitant. Qu'on déglingue comme ça la figure du père, comment vous arrivez à dire, je décris une mère qui est responsable, qui part, et encore. Elle n'est pas irresponsable. On ne sait pas, voilà. Le spoiler, il ne faut pas spoiler. Elle n'est pas irresponsable. Je voulais juste ajouter un point. Elle disparaît. C'est une femme qui a été avec un homme qui possède le pouvoir financier et symbolique. Exactement. Et il la domine psychologiquement. Et quand il la menace, elle croit ce qu'il dit, parce qu'en fait, elle n'est pas éduquée. Elle est quasiment morte quand elle part, et c'est sur la fin. C'est pour ça que je ne veux pas trop spoiler. Moi, je l'ai construit comme de la violence symbolique. C'est-à-dire comment un homme qui a l'argent peut dominer une jeune fille qui traite comme une petite villageoise. Et pas que symbolique, parce que la scène décrite quand la petite elle a 7 ans, c'est extrêmement violent. Mais justement, c'est très limite, parce qu'il faut acheter le livre, il faut le lire, parce que
Enfin bref, la question c'est comment on arrive à prendre sur soi de décrire des personnages qui sont des personnages de parents, mais qui sont pas c'est pas le père idéal, c'est pas la mère idéale, mais qu'il y a quand même de l'amour là-dedans. Comment on fait en tant qu'autrice pour assumer ça déjà, et puis pour pouvoir le camper en personnage. Tout simplement parce qu'il faut partir du principe que nous sommes tous capables de cruauté. Même la personne qui dit qu'il est bienveillant, qu'il est humaniste, qu'il est altruiste, est capable de la plus... On a une part de sauvagerie et de cruauté en nous. Elle sort généralement dans des moments où on est poussé à bout, dans des cas de jalousie, dans des cas de concurrence, de rivalité intellectuelle. Mais on a tous la possibilité en nous d'être cruels. Et simplement, ce que j'ai pris, mes parents ne sont pas comme ça. Hein. C'est une construction romanesque. Ma mère ne s'est pas laissée faire comme la mère d'Annabella. Mon père n'était pas si violent que ça. Voilà. Il avait parfois, c'est un homme du XXe siècle, hein, il avait parfois des petits clichés racistes comme ça, mais il n'a jamais tenu les propos horribles que le père d'Annabella tient à sa mère. Ça, c'est vraiment une construction littéraire, et je tenais à montrer que c'était possible aussi. On peut se marier avec quelqu'un, penser qu'on est... qu'avoir des enfants métis fait de nous quelqu'un qui n'est pas raciste. En fait, on est traversé par des préjugés racistes. Et ça m'intéressait de le mettre en scène. Mais ce ne sont pas mes parents. Hein. C'est une construction romanesque. De toute façon, c'est un roman. Hein, c'est un roman, ce n'est pas une fiction. Ne mêlez pas le personnage et son autrice, parce que sinon on n'oserait pas déglinguer le personnage, parce qu'on se dirait, tiens, je suis en train de déglinguer mon invité. Non, mais c'est un roman qui est après, très fort. Annabella me ressemble beaucoup. Voilà. On ne veut pas savoir jusqu'à quel point. Parce qu'elle n'est pas très sympa quand même, Annabella. Donc, on va rapidement passer à Romuald, comme ça, ensuite on va permettre l'échange entre les deux. Romuald, il est dans autre chose. Autant on était sur de l'individuel, sur la construction d'un individu au travers de son père, et donc de ce que son père lui lègue comme toutes ses charges, tout son fardeau, tout son passé. Romuald, là, il est plutôt sur la construction collective, la construction d'une conscience collective. Il part d'une... tu nous diras à quel point tu es impliqué dans cette question, puisque on l'a vu passer l'anecdote. À l'époque, il y a eu cette grève de chambre, voilà, des Batignolles. Ça a eu un gros écho médiatique, et donc je suppose que tu t'inspires de ça, où ces femmes de chambre-là, nous, on les a vues à la télé. On a dit au journal, tiens, il y a la grève, elles étaient devant les hôtels, et ça a fait des grèves pendant des mois et des mois et des mois pour qu'elles soient reconnues, pour qu'elles soient réintégrées dans... en fait, c'était une question de la sous-traitance, du sous-traitant et du sous-traitant, qui fait qu'au final, ceux qui sont tout en bas, c'est eux qui font le boulot, et ils subissent tout. Ils subissent la précarité, ils subissent des heures non payées, et donc voilà. Et donc, le donneur d'ordre, tout là-haut, il dit, c'est pas moi, ce ne sont pas mes salariés, c'est le sous-traitant, c'est pas moi, et donc en fait, il y a une dilution de responsabilité qui fait que, au final, il y a des gens qui sont des femmes de chambre immigrées, certains parlent à peine français, qui sont exploités. Et donc là, il y a un moment, il décide de faire grève. Et Romuald, en polyphonie, hein, c'est plusieurs personnages qui parlent dans le roman, plusieurs femmes, et dans la vie de chacune de ces femmes-là, de 4 à 5 de ces femmes-là, et met en scène la répercussion de ces grèves dans la vie de ces femmes. Parce que ce sont des femmes qui sont mariées, ce sont des femmes qui ont des enfants, ce sont des femmes qui ont des difficultés, que ce soit Diva la Congolaise, ou Aminata, Rita, Mariama, ils ont toutes des problématiques un peu différentes. Et donc, comment ces femmes-là, qui ne se comprennent pas, il y en a entre la Congolaise et puis, c'est pas précisé, mais c'est l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, elles ne parlent pas la même langue, elles se comprennent à peine, il y a peut-être une qui va être au milieu, qui va traduire, mais elles arrivent à former un collectif pour décider de faire grève. Ma première réaction, c'était pourquoi il écrit sur quelque chose qui est passé? Parce que très souvent, ce genre de roman, ce serait sorti 1 mois ou 2 mois pour profiter du buzz. Et là, ça sort plusieurs années après. On a l'impression que c'est une espèce de c'est passé. Maintenant, on prend le temps de s'asseoir et de réfléchir à la question. Pourquoi
ce thème aujourd'hui, maintenant? C'est passé, en fait, pas tout à fait, parce que je pense que ça résonne encore actuellement. Le truc, c'est que moi, en fait, j'avais entendu cette grève de Louise Batignolles, ces femmes qui racontaient leur travail, leur souffrance au travail, etc. Et que ça a dessiné en moi, en fait, des souvenirs, que ma mère avait fait ce travail 20 ans plus tôt. Et donc, ça m'a intéressé. Moi, je suis aussi journaliste. Donc, voilà, dans un élan comme ça, de vouloir en savoir plus, j'ai vu que depuis 25 ans, en France, tous les ans, il y avait des grèves de femmes de chambre. Et cette année, il y en aura. L'année prochaine, il y en aura aussi sûrement. Et donc, déjà, c'est pas passé. Et en fait, je voulais aller en apprendre plus sur ça, quoi. Donc, je suis allé parler à des femmes qui avaient fait grève dans des précédents conflits. Et elles m'ont raconté leurs histoires. Ce qui était intéressant, c'est qu'elles parlaient du travail, mais en plus, elles liaient souvent le travail avec la question de l'intime, des enfants, du corps, etc. Et donc, j'ai commencé à écrire certaines choses. Et c'est de ces fragments qu'est née l'idée d'écrire Les Grèveuses, mais donc plusieurs années après, parce que écrire, ça prend du temps, hein. Vous le savez. Et donc voilà. Mais après, je pense que c'est certes, cette grève en tant que telle résonne comme si c'était une actualité, voilà, à un moment T. Mais en fait, non. C'est, comme j'ai dit, depuis 25 ans, il y en a. Et en fait, elle raconte, cette grève, au-delà de ce travail de femmes de chambre, de femmes de ménage, raconte quelque chose qui va au-delà de ça, pour moi. Et donc c'est aussi pour ça que ces questions pouvaient m'intéresser, tout simplement. Et le choix de... La particularité sur ce roman, c'est que donc on est beaucoup centré sur ces femmes. Sur Rita, notamment. Sur Rita, notamment, surtout leur rôle de mère, leur rôle de femme, et le fait que, effectivement, ce sont des femmes qui sont invisibles. C'est des femmes qui vont... Vous savez, quand on va à l'hôtel, on les voit pas. Et encore maintenant, on les voit parce qu'ils ont changé les horaires par rapport à l'époque. Mais sinon, il fallait que personne les voie. Il fallait que... Et ce sont des femmes qui revendiquent, de par le bruit qu'elles font, revendiquent leur présence dans l'espace public. Elles veulent être identifiées et elles veulent être visibilisées. Autant cet aspect, ça m'est apparu très très clair, autant j'ai eu l'impression justement que la famille, on en parle, mais c'est un peu comment dire, c'est un peu dans l'ombre, notamment la présence des maris ou des pères. Ils sont très peu présents. Les maris, ouais, je pense que ça m'est venu d'abord naturellement pour Rita. Peut-être je voulais la mettre dans une adversité, j'en sais rien, de faire du mari, voilà, une ombre pesante qui peut apparaître, disparaître, revenir. Mais pour deux autres des femmes, par exemple Aminata, je pense que le mari est là, mais toujours je le dessine en silhouette, en ombre. Ça m'intéressait aussi de questionner ça, comment les choix et la conduite de Aminata dans la grève va avoir des répercussions sur sa vie à la maison et comment le mari va réagir. Pas forcément le montrer, mais ses réactions, ses paroles, ou même ses paroles, dans les silences même. Exactement, même ses non-paroles, c'est ce que j'allais dire, auront une influence sur la conduite de sa femme dans la grève. Et en plus, moi j'ai jalonné ce récit, voilà, de fragments du réel, de choses qui m'ont été racontées, parce que j'ai fait des entretiens avec des femmes qui ont fait grève, et donc certaines m'ont raconté, et ça c'est vraiment une histoire vraie, mais ça m'a étonné au début, j'y croyais pas. C'est qu'à un certain moment de ces grèves-là, quand elles durent trop longtemps, eh bien, les employeurs vont appeler à la maison et dire au mari, ça commence à bien faire là, dites aux femmes de retourner au travail. Et donc là aussi, je voulais questionner comment ça va interagir avec le mari d'Aminata et comment ça aurait des répercussions sur sa conduite dans la grève. Et donc voilà, le mari, on ne le verra pas en tant que tel, mais on aura finalement son autorité répercutée sur sa femme et ce qu'elle va faire. Et pareil pour Mariama. Donc il lui arrive quelque chose qui va déclencher la grève. Qui est extrêmement violent. Voilà, et donc, si le mari l'apprend, que va-t-il se passer? Comment la grève va-t-elle être percutée par ça? Et donc c'est vraiment cette histoire d'ombre que j'ai... Parce que moi, quand j'écris, je donne des petits surnoms aux monstres que je crée, ou aux personnages, on va dire, je leur donne presque que des surnoms qui n'apparaîtront pas dans le texte.
Et donc, l'ombre un peu qui régit aussi ces femmes, les ennemis, on va dire, contre lesquels elles se battent, ça va être le père, ça peut être aussi les pères, les maris, le père, enfin, contre lesquels elles se battent, pas forcément en fait. Je pense c'est un peu les trucs qui viennent quand je regarde The Wire. Je vois pas trop le lien de The Wire, mais allez-y, ça m'intéresse. J'ai écouté David Simon, le créateur de The Wire, et qui disait que moi, mes personnages, je les pense comme des héros grecs, quoi, des héros de l'Antiquité grecque, et qui se battent contre les dieux, quoi, contre les décisions des dieux, quoi. C'est Poséidon qui t'envoie une vague, c'est l'autre qui te jette une flèche, c'est machin qui va faire en sorte que tu vas échouer dans ta quête. Et donc, moi, je pensais aussi des ombres comme ça, comme le patriarcat, qui peut être un dieu un peu maléfique qui va faire en sorte que ces femmes, elles vont échouer dans leur quête et donc elles vont devoir le contourner. Ça peut être, et donc je l'avais divisé en 3P, ça peut être aussi le dieu avec lequel tu t'allies pour réussir ta quête, comme tu vas t'allier avec Athéna pour réussir à traverser. Et par exemple, l'un de ces dieux-là, pour mon personnage Serita, qui va s'allier avec, s'allier. On va dire que la religion, et la religion catholique, voilà, ça va être un appui pour elle dans cette grève. Et c'est un truc un peu impalpable qu'on ne voit pas, mais qui va l'aider, qui va la pousser. Et donc, dans la question des maris, je voyais en fait le truc divisé en 3P, les pères, les patrons et les pères à l'église. Dans les pères, il y a aussi l'espèce de père spirituel qui est Amado, aussi, qui est-ce qu'on peut dire accompagne la grève ou récupère la grève ou vient un peu en sanction, en opportuniste, mais en même temps, Amado, c'est un personnage d'origine portugaise, un syndicaliste, un vieux de la vieille du syndicalisme qui a baroudé, qui dès le départ vient en disant « laissez-moi faire, je vous organise, je m'occupe de tout. Tu s'occupes de rien, je m'occupe de tout ». Et c'est quelqu'un qui a une vraie compétence parce qu'il a des vraies convictions. Quand tu le campes, quand tu parles de son passé, quand tu parles de ses combats, mais en même temps, il vient un peu dévorer la place des femmes. Ouais, non, mais Amado, carrément, c'est un personnage que moi j'aime bien parce que c'est un personnage complexe, humain. Donc d'un côté, il veut aider ses femmes, il veut les épauler, les guider, elles apprennent la lutte syndicale, elles ne connaissent pas. Et donc il va leur apprendre, et au fur et à mesure que la grève avance, et ces femmes, Rita au premier rang, vont se demander, mais lui là, ce qu'il fait, est-ce que c'est vraiment pour nous, pour notre bien, pour nous aider? Et donc je voulais, parce que dans son fond à lui, quand on est avec lui, il a vraiment envie d'aider ces femmes-là. Mais moi je voulais, voilà, et en plus ça pareil, ça me vient aussi je le tire du réel. Parce que souvent dans le syndicalisme, ces femmes-là, on va dire les sous-prolétaires, quoi, eux, le rapport qu'ils ont au syndicat, il est aussi souvent conflictuel. Souvent ces femmes qui ont fait grève vont changer de syndicat en cours de route. Parce qu'on les traite mal, parce qu'on leur cache certains trucs, etc. Et donc Amado, il est aussi dans ce registre-là. Et donc moi je voulais aussi questionner, pareil, là je prends encore la culture populaire qui m'inspire, c'est-à-dire ce personnage d'Indien au grand cœur, de cow-boy au grand cœur, qui va avec les Indiens pour les aider à se révolter contre les cow-boys, mais bon, comment il agit au final? Il est un peu paternaliste, ça reste un cow-boy, il est un peu condescendant. Et il est plus intéressé réellement par le combat. Parce que lui, il compte ses trophées. Exactement. Il montre cette grève-là, il prend des photos avec différentes personnes. Il y a des photos dans son bureau. J'ai gagné, là j'ai gagné ce combat-là. Donc il est plus intéressé par le trophée final que réellement par le sort de ces femmes-là. Je pense que non, en fait il est intéressé par les deux. Parce que sa mère, à un moment je parle de sa mère qui a fait ce travail-là de femme de ménage et qui a vu les conséquences de ce travail sur son corps. Voilà. Et donc... d'un côté, il veut vraiment les aider, mais à sa manière. Et il a appris à faire ça. Voilà, ça fait X grèves qu'il mène. Et il considère que lui, c'est vous. Voilà, exactement. Il a appris à faire d'une certaine manière et il va continuer à le faire, même dans cette grève-là. Donc, parce que je voulais un peu bousculer cette figure du white savior. Et ça m'intéressait, en fait. Et il y a la figure des patrons, on va dire. Là aussi, elle est un peu dans l'ombre, puisque le roman n'est pas centré sur eux. En fait, il représente un système qui est un peu caché, et ça représente un peu ces femmes. Elles doivent se battre contre un système. L'autre chose que j'ai... Donc,
elles sont mariées, elles sont dans des foyers, elles ont des enfants. Et que ce soit Diva, que ce soit... tout ce qui est fait, c'est pour protéger les enfants des conséquences de la grève. Il y a des enfants qui se posent des questions, mais le rapport, c'est vraiment, j'ai eu l'impression, quand on parle de transmission, elles les mettent un peu à l'écart. On vous protège. Elle leur donne pas de détails sur le combat. Est-ce que là, il n'y a pas une... comment dire? J'ai eu l'impression qu'elle s'éveillait au syndicalisme, à la revendication des droits, mais sans le transmettre aux enfants. Sans faire en sorte que leur prise de conscience infuse aussi sur les enfants, en voulant peut-être les protéger de la dureté des choses. Je pense pas, mais en fait, il y a une scène à un moment où Rita est avec Christian, avec CHR, en train de l'inscrire au foot et tout, et donc il parle de la grève, et est-ce que ça les intéresse, les enfants, de parler de grève, de comprendre ce qui se passe et tout? Christian, c'est pas un tout petit. Ouais, Christian, justement, est-ce que ça Christian, l'intéresse lui qu'on lui raconte ses histoires? est-ce qu'elle essaye? Parce que Christian, l'année d'avant, il fait pas le foot parce qu'elle n'a pas les moyens pour payer. Ouais. Là, elle se sacrifie pour payer la licence. Donc Christian, il est tout content, il va faire du foot. Elle lui explique, bon, en gros, t'as pas été sage, donc t'as pas fait du foot l'année dernière. Mais elle n'essaye pas de l'éveiller à son combat, de lui montrer, regarde ta mère en train de se battre. Alors qu'elle le pense aussi pour toi. Ouais, on va dire que lui parler de ça, donc ça va être assez sec, assez rapide, mais en même temps l'autre relance pas là-dessus et il n'est pas très intéressé. Et en même temps, je le comprends, 15 ans, 16 ans, tu vas pas t'intéresser, à moins d'être vraiment avoir déjà une conscience politique ou d'être particulièrement éveillé, tu vas pas t'intéresser. Enfin, moi, je ne serais pas intéressé au combat de ma mère ou à ce qu'elle faisait particulièrement. Donc je me suis aussi projeté dans Christian, qui pense plus au foot, à l'été, aux copains, que à la grève, comment elle va se passer, quoi. Il pose 2-3 questions par politesse. On reviendra là-dessus. Est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Est-ce que c'est lui parce qu'il ne s'intéresse pas donc elle n'y va pas, ou est-ce que c'est parce qu'elle ne l'a pas intéressé qu'il n'y va pas? C'est jamais vraiment la poule ou l'œuf. Jamais vraiment de réponse. Donc là, on est vraiment sur et justement, là, on n'est pas sur la transmission, là. On est sur une transmission plus collective, pas d'ascendant à descendant. On est vraiment sur... Robiel nous dit, regardez le combat de ces femmes-là, regardez ces femmes-là, elles existent. Et comme tu as dit, c'est que même si ça a fait l'actualité il y a 10 ans, c'est quelque chose qui est continu. Et quelque part, il ne faut pas oublier, il ne faut pas réinvisibiliser ces femmes-là. Il ne faut pas les oublier. Ouais. Vas-y. Non, j'allais dire, justement, c'est ça qui est intéressant, entre faire l'actualité et le fait que quelque chose existe, c'est pas la même chose. Parce que si on va regarder, il y avait déjà une Rachel Keke au début des années 2000. On l'a oublié, mais elle a fait un combat, une grève de 1 an. Elle a sa page Wikipédia, voilà. Et aujourd'hui, cette femme-là, je lui ai parlé brièvement, elle a été mise en difficulté dès après sa grève, comme c'est un peu le cas aujourd'hui avec Rachel Keke, si vous suivez un peu l'actualité. Donc pour moi aussi, c'est aussi... moi, justement, ça que j'aime bien, c'est que dans le journalisme, on est aussi obligé d'accrocher le lecteur par ça fait l'actualité, donc il faut faire un papier, il faut trouver un angle, etc. Mais là, justement, avec le livre, je peux aller creuser plus en profondeur, dans la tête, dans le corps, mais aussi raconter des choses qui sont, pour moi, à côté de l'actualité, mais qui sont tellement, pour moi, puissantes et fortes que on peut aller au-delà de ça, au-delà de l'actu. Ce qui est intéressant dans ces deux différents récits, dans ces deux différents romans, c'est qu'on est effectivement d'un côté sur un récit de combat collectif extérieur, alors que chez Ève, on est plus sur de l'intime et sur de la construction de personnages en intime. Et il y a une vraie complémentarité des thématiques entre les deux. Et surtout, dans les deux cas, on arrive à voir les fils de l'impact, autant chez Romial, l'impact de la grève sur les familles, sur les vies de ces femmes-là. Et c'est prégnant, c'est marquant. Parce qu'elles sont obligées elles gèrent une grève et en même temps elles gèrent des foyers, donc ça impacte forcément, comme il a dit, leur vie. Autant, c'est vraiment, moi j'ai adoré ça, c'est vraiment choquant ce personnage-là qui s'imprègne de la personnalité de son père. Je voulais juste répondre à une question que tu as posée à Romuald. Bien sûr. Je crois qu'on peut écrire sur des choses qui est déjà passé
et qui n'est pas d'actualité parce que justement l'écrit va permettre de fixer. Je le provoquais. Ah d'accord, ok. Voilà, j'aurais voulu que tu fasses ta réponse, donc je l'ai fait. Oui, mais voilà. L'objectif c'était vraiment de lui faire parler de ça parce qu'effectivement, la première des choses, on dit mais pourquoi tu parles de ça, c'est passé. Et l'intérêt c'est justement de ne pas laisser mourir ce type de combat. Oui, voilà, en le fixant dans la littérature. Et ne pas profiter juste du buzz du moment pour écrire sur certaines thématiques. Tout à fait. Alors, pour le personnage d'Annabella, c'est une construction littéraire, hein, et le personnage aussi du père, c'est une construction littéraire. Ce sont des réécritures d'œuvres littéraires que j'ai admirées. Dans le personnage d'Annabella et de son père, en tout cas, il y a une réécriture de Conrad. Il a un côté un peu le Kurtz dans Au cœur des ténèbres, qui s'enfonce dans la forêt et qui devient complètement fou. Il y a aussi un côté du petit contremaître, il y a André Dufourneau de Pierre Michon, il y a Annabella elle-même, c'est une réécriture d'Antigone. C'est une Antigone contemporaine, c'est-à-dire qu'Antigone se battait contre Créon et les lois de la cité de Thèbes. Or, Annabella, elle ne va pas se battre contre Créon, elle se bat simplement contre sa vie précaire. C'est une jeune fille pauvre et les lois de la cité, c'est simplement les lois administratives. Comment on fait pour rapatrier le corps? Est-ce qu'on a de l'argent? Que fait-on compte si on a de l'argent ou pas? Donc moi, je vois rapatriement comme un hommage à la littérature. Pour moi, c'est pour moi, il y a presque des passages qui sont des réécritures des livres que j'ai aimés. Le moment où elle va au supermarché pieds nus, c'est une réécriture de Molloy de Beckett. Quand Molloy part à bicyclette, il va à la recherche de sa mère, il se met à pédaler avec sa bicyclette cassée. Cette scène, j'ai presque réécrit cette scène dans Rapatriement quand Annabella va au supermarché pieds nus et qu'elle tient un propos complètement décalé où elle interroge, on lui demande pourquoi elle est pieds nus et elle répond complètement à côté. Il y a des dialogues qui sont presque des réécritures de Beckett. Donc c'est vraiment, pour moi, les personnages sont des constructions littéraires, le texte est un hommage à la littérature et surtout ce que je voulais raconter, parce que je commence à être alors ça me fait toujours un peu mal au cœur de le dire. Je commence à être une femme âgée. Je commence à avoir 37 ans. Et donc, c'est-à-dire que c'est un roman qui parle aussi d'une certaine époque, c'est-à-dire les années 80. Et c'est une journaliste italienne qui me l'a fait remarquer, qui m'a dit « Vous écrivez sur une période qui va succéder la décolonisation, les périodes de décolonisation. Et donc on est à un moment où la figure de l'occidental est très encore idéalisée en Afrique. Et il y a aussi cette peinture-là dans Rapatriement. Le père d'Annabella bénéficie presque d'une aura symbolique du fait de sa couleur de peau. Justement, c'est sans avoir ta finesse dans la chose littéraire, ce que moi j'ai vu là-dedans, c'est, comme tu dis, c'est les années 80. C'est les années 80, 90. J'ai des pudeurs de gazelle, donc je ne dirais pas mon âge. Mais ce sont des périodes que nous on a vécues. Ce monde des coins, nous on l'a vécu dans le quartier, on les a vus évoluer. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans ce que tu écris, c'est qu'on ne nous l'a jamais montré ce que pourrait être la vie de ces gens-là. Oui. Dans un livre, dans un texte, dans un film, c'est un personnage qui a, quelque part, les blancs du quartier vivent avec nous, mais autant nous, les petits noirs qui étaient dans le quartier avec le blanc, on ne cherche pas à savoir d'où vient. Tout ce qu'on voit, c'est que c'est un blanc, on trouve bizarre qu'il soit là. Mais personne ne nous a jamais dit que ce sont des hommes avec une réalité derrière eux, avec un background, avec un passé, et pour la première fois, autant, c'est pas péjoratif, hein, mais autant tes personnages à toi, ce sont des archétypes. Nous, quand on est immigré, on n'est pas surpris, mais autant sans personnage, on est surpris de découvrir qu'il y a, tiens, c'est pas juste, il y a des esprits, il y a du monde derrière, il y a une histoire derrière ces gens-là. Je pense que c'est parce qu'en fait, le père d'Annabella est une marginale et Annabella aussi est une marginale. Avec le recul, je me suis rendu compte, mais c'est en grandissant, en allant à l'école, en allant à l'université, en parlant à d'autres personnes, que j'avais vraiment été éduquée dans les marges de la société. C'est-à-dire que
Les endroits où j'ai grandi, c'est des endroits où il faut faire 200 km en voiture pour y accéder. Il n'y a pas d'hôpital. Je ne suis pas née dans un hôpital, hein, dans un hôpital. Donc je suis née alors on dit Mosenjo parce que c'est la ville la plus proche, mais je suis née sur un chantier forestier qui était très très éloigné. Et donc c'était un camp forestier, on avait des voisins, et le village le plus proche était à quelques kilomètres. Et après, la ville la plus proche où il y avait un hôpital était à 200 km. Donc on parle vraiment de lieux qui sont très isolés. Et ces gens qui décident d'aller là-bas, ce sont des gens qui ont presque renoncé à leur vie. Moi, quand je revois des portraits de mes voisins, je pense à Takzouk, le russe, il était là-bas sur ce chantier forestier-là, mais il ne pouvait pas sortir, il ne pouvait pas aller à la capitale, il ne pouvait pas prendre l'avion. Parce que peut-être il était recherché aussi. Donc, beaucoup de gens venaient se cacher dans les fins fonds des sentiers, des forêts africaines parce qu'ils ne pouvaient pas... Voilà, c'est bien payé, on a de l'argent, on peut vivre, on vivote. On a une vie de petits rois dont... De petits rois, mais on se cache aussi. Et c'est des contrats qui sont très difficiles, comme les contrats un peu sur les plateformes pétrolières. Mais il y a très peu de gens qui y vont. Et parfois, on croise des figures très inquiétantes de la marginalité, des gens dont on vous dit que ce sont des trafiquants d'armes, des gens dont on vous dit que... voilà, c'est quand même des figures qui sont... je pense que je n'ai pas grandi dans un environnement... C'est un environnement marginal. Non, mais c'est pour ça que c'est plus facile pour moi de décrire des marginaux. Mais c'est super intéressant parce que ça m'a fait le lien avec quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Je ne sais pas, Réassi, si tu te rappelles de Juliette Esmeralda, on avait fait une palabre sur les cheveux. Et cette dame-là, elle parlait des complexes, comme des complexes des hommes noirs par rapport aux femmes aux cheveux lisses. Et son raisonnement, c'était de dire que ça venait du temps de l'esclavage parce que les hommes noirs, voyant la belle femme blanche du maître, fantasmaient sur elle. Et puis en face, on disait, nous, on est africains, on n'a pas vu la belle femme noire, la belle femme blanche du maître, parce que les blancs qui étaient chez nous, ce sont ces gens-là, ce sont des gens rustres, durs, qui étaient sur des chantiers. Donc, l'Africain n'a pas vraiment fantasmé sur la belle femme noire, la belle femme blanche du maître, puisqu'elle n'était pas là, la blanche. On l'a vécu avec le blanc, dur, qui chicotait, mais pas avec la femme. Oui, c'est ça, oui, voilà, c'est une figure de marginal, et c'est pas difficile pour moi d'écrire sur des marginaux, parce que c'est des gens que je connais très bien, que j'ai vu toute mon enfance, donc c'est presque... Voilà, je suis familier de ce genre d'individus. Donc c'est pas difficile pour moi de les connaître. C'est extra. Je sais pas si dans la salle il y a des gens qui veulent rebondir. On a un peu de temps encore. Ou poser quelques questions. Oui. Merci beaucoup. J'ai une question, mais en fait, je suis arrivé en pleine conversation, donc je ne pourrais pas rebondir sur le sujet de la femme du blanc. Mais par contre, j'ai une question, mais c'est vraiment, je passe du coq à l'âne, hein, mais personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé dans la poésie, dans le roman de F. Guéra, c'est la poésie. Parce que je voulais dire l'inverse, dans la poésie de... mais l'inverse va aussi, hein. Ce que j'ai aimé dans la poésie de F. Guéra, c'est le roman. Donc, mais par contre, en fait, une fois, j'étais en train de parler avec un auteur, Thibaut Delman, et je lui disais, moi, j'aime beaucoup, dans les romans, j'aime beaucoup la poésie, et c'est pour ça que j'ai directement accroché avec Rapatriement, j'ai directement accroché. Et puis, en parlant, je lui disais, mais en fait, c'est un peu dommage, puisque Ève a semblé me dire que les gens lui ont reproché cette poésie. C'était dur. Comme quoi? C'était vraiment dur. Alors, Jocelyn, on a échangé, on a même fait des échanges de manuscrits entre nous. Et Jocelyn était très dur. Il m'a dit, oui, le deuxième roman n'est pas comme Rapatriement. Mais justement, c'est pour ça, je vais en venir à la dernière question, à la question directement. Puisque pendant que j'ai changé... Non, mais alors, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Moi, j'ai été confrontée... il y a la première chose, c'est les lecteurs, le retour de lecteurs que tu as, voilà. On se suit sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. Et donc, toi, tu as vu les débuts, quand on n'avait pas de papier, quand on était sous les radars, quand j'ai accepté d'aller faire une petite librairie à gauche, à droite. Donc, tu as connu à cette époque. Donc, au début, moi, j'allais de bonne foi, partout où on m'invitait.
parce que personne ne m'invitait, donc j'étais bien contente quand on m'appelait quelque part, donc j'y allais. Et puis il s'est passé que j'ai eu un coup de chance. Voilà, il y a eu un prix qui a mis en lumière, et d'un seul coup, un livre qu'on vendait un exemplaire tous les 2 mois est passé à un autre niveau de visibilité. C'est pas spectaculaire, hein, mais c'est quand même au point où tu as des gens que tu connais pas qui t'écrivent sur les réseaux sociaux pour te faire des remarques sur ce que tu écris alors que tu les connais même pas, tu vois. Donc il y avait des gens gentils, et puis il y a des gens un peu moins gentils. Et parmi les gens un peu moins gentils, je ne sais pas si j'ai pris la bonne édition parce qu'il n'y a pas de ponctuation. D'accord, merci. Oui, ça fait partie de l'apprentissage de la vie d'écrivain, ça. Ah ouais, non mais... et puis d'autres en disant j'ai commencé, j'ai décroché. J'ai décroché au bout de 20 pages. J'ai décroché au bout de 20 pages. Non, 5 pages, je m'avais dit 5 pages. Ouais, moi j'ai eu 20. Voilà, donc c'était vraiment, il y avait des remarques qui étaient dures. Et puis bon voilà, après il y a eu quand même des remarques qui étaient dures. Et parmi les choses qui sont revenues, c'est que la langue était très exigeante, elle demandait beaucoup au lecteur. Et donc, quand on s'est parlé dans les échanges de manuscrits, etc., je t'ai dit, oui, moi j'aimerais faire un truc un peu plus calme, un peu plus tranquille, un truc où le lecteur abandonne pas au bout de 5 pages. Et une écriture blanche, voilà, une écriture tranquille. C'est ce qu'ils aiment en ce moment. Oui, voilà, donc je me suis dit, bon, comme ça je ne recevrai pas des remarques sur le fait qu'il n'y a pas de ponctuation, qu'on abandonne au bout de 5 pages. Je pense que le premier roman que j'ai peut-être fait dans l'admiration de la littérature. Et donc, c'est surtout un livre qui plaît aux écrivains. Et donc, c'est pour ça qu'il te plaît à toi, il plaît pas au lecteur. Du coup, je vais rebondir, puisque je n'avais pas fini ma question. Je ne l'avais même pas encore posée. Et parce que quand j'ai échangé avec Thibaut, il m'a dit, en fait, quand tu as la poésie dans le sang, peu importe ce que tu fasses, tu ne peux pas t'en défaire. Et donc, il m'avait cité un autre auteur, mais j'ai oublié. Et donc, il a dit, même Ève, ce qu'elle dit là, elle ne pourra pas écrire en dehors de la poésie. Donc, du coup, j'en viens à ma question. Est-ce que, finalement, tu décides de la poésie ou tu vas laisser la poésie décider pour le prochain? Ah là là, c'est trop dur. Non, c'est dur, hein. C'est dur, c'est chaud en ce moment. Hein. C'est chaud au niveau éditorial. Moi, je ne sais pas si j'aurai encore un éditeur. C'est compliqué. Tout le monde connaît la situation chez Grasset. Donc, il faut repartir pour trouver un autre éditeur. Je suis très attachée à mon éditrice, mais le contexte est compliqué. On entend des noms par-ci par-là de quelqu'un qui pourrait prendre la tête des éditions Grasset. C'est pas ça va pas être la même. Ça va pas être la même tasse de thé. Ah, ça va pas être la même tasse de thé. Ça risque de piquer un peu. Donc c'est compliqué. Donc moi vraiment je vais faire profil bas. Je veux rebondir sur ce qu'il dit du style. Mais c'est vrai que moi ça ne m'a pas percuté, donc j'en ai pas parlé spécialement, parce que j'ai trouvé ça particulièrement vous deux, j'ai trouvé plutôt plaisant à lire, plutôt fluide. Il y a des exercices poétiques, mais bon, c'est... Mais par contre, pour tous les deux, est-ce que vous vous dites pas que le style va vous sauver, justement? Parce qu'aujourd'hui, c'est en concret, hein, le roman de tous les jours, on va le mettre avec... on prend Claude Mito, on va pouvoir écrire des textes hein, sur une écriture blanche, comme tu dis. Et l'intrigue, c'est pas très compliqué de trouver une intrigue un peu sympa. Hein. C'est pas la chose la plus difficile. Hein. Vous savez, c'est Gisbert qui, une fois je l'ai entendu à la grande librairie, il disait des histoires, il y en a plein des prisons. Donc les histoires intéressantes, vous trouverez toujours, hein, n'importe qui d'entre nous a une histoire intéressante. Donc ce qui pour... Donc, le problème, c'est que est-ce qu'il y a encore des lecteurs capables de se concentrer? Bien sûr, il y en aura toujours. Aujourd'hui, les romans les plus vendus, ce sont les romans de gare. Oui, bien sûr. Les romans les plus vendus, et ça ne changera pas. Marc Lévy vendra toujours plus. Oui, non, mais ça sera plus facile d'écrire Marc Lévy avec Claude Mito qu'avec... oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai vu des amis qui ont travaillé pendant des années sur des livres qui sont magnifiques, qui ont réussi à le faire publier difficilement. Le livre sort, 200 exemplaires. Et pourtant, ils ont eu des papiers.
je pense qu'on est à une époque, à un tournant. Il ne faut pas se voiler la face en se disant on fait de la littérature va toujours survivre, etc. Je crois qu'il y a vraiment une lutte dans la concentration. C'est-à-dire que très peu de gens sont capables d'offrir de leur temps pour un texte qui demande... et c'est une question qu'il faut savoir se poser. C'est-à-dire, est-ce que j'écris pour que mes collègues écrivains m'applaudissent, ou est-ce que j'écris pour que le livre atteigne un plus large public, sachant que la plupart des lecteurs ne sont plus capables de se concentrer sur des textes de trop grande exigence littéraire. Et je crois que cette histoire de « est-ce que j'ai renoncé à la poésie ?» Vraiment, j'en parle, mais avec le cœur serré, parce que je n'arrive pas à renoncer à la poésie, mais en même temps, je me rends compte qu'il y a des difficultés à tenir cette position. Toi, tu as une vision plutôt journalistique, donc toi, tu es plutôt une vision d'auteur, d'écrivain qui veut rendre compte. Tu as, sur ces aspects-là, tu as des inquiétudes aussi de te dire... est-ce que tu as déjà réfléchi à ce genre de choses, de dire est-ce que je vais devoir, moi, est-ce que je suis dans la propagation de ce que je veux faire, ou je suis d'abord dans le travail littéraire, est-ce que je suis d'abord dans la littérature ou d'abord dans le faire savoir? Moi, déjà, quand j'écris, et je pense que ça se voit dans Les Grèveuses, j'ai envie de tenter des trucs, d'écrire, parce que moi, ce qui m'a fait venir à l'écriture, je n'étais pas destiné à écrire des livres, ni à en publier. Ce qui m'a appelé, entre guillemets, c'est de découvrir qu'on pouvait écrire d'une certaine manière. Et du coup, je me suis inspiré d'auteurs. Tu vois, des Alain Mabanckou, des Charles Bukowski, des Virginie Despentes, des trucs, certains diront la déglingue, mais une écriture à la fois poétique, mais en même temps sensible, mais en même temps brutale. Et donc, c'est ce que je veux mettre dans Les Grèveuses, comme je dis, c'est un peu comme je l'ai dit à notre éditrice, vu qu'on a la même éditrice. Oui, on a on a le même éditeur et la même éditrice, voilà. Comme je lui ai dit la première fois que je l'ai vu, ce livre, c'est au-delà des personnages et de ce qu'il est raconté, c'est mon autofiction du langage, parce que les langues plutôt que j'y ai mis sont des langues que j'ai écoutées, que j'ai parlées, que j'ai écrites. Et donc voilà, il y a un peu d'argot que moi j'ai parlé quand j'étais jeune, il y a cette langue de ces femmes que j'ai entendue, cette langue que j'appelle folklorique de ces femmes qui parlent d'une certaine manière et qui est matinée de langue venue d'Afrique subsaharienne. Donc moi, il y a un travail de la langue. Certaines lectrices m'ont dit que, ah ouais, j'ai pas compris, ou certaines phrases, certaines pages, etc. Mais moi, je pense... On va l'accepter de ne pas toujours comprendre. Ouais, mais après, après, comme a dit Ève, c'est aussi un équilibre qu'il faut trouver entre peut-être faire aussi ce qui va nous plaire et qui va nous parler, qui est important pour nous, qui est la manière aussi, je pense que la langue c'est aussi une manière de réciter le monde, voilà comment on le comprend, comment on y est sensible. Et il faudra faire l'équilibre entre ça et faire une langue qui peut parler au plus de monde. Après moi, c'est une équation qui est encore difficile pour moi et je me laisse trop facilement emporter encore par... Si je peux me permettre une lueur d'espoir à Ève sur l'écriture, il y a quelques années, en 2021, avant qu'on ait donc le parrain d'aujourd'hui, avant qu'il soit à Goncourt, on a fait une émission avec Réassi et je débriefais son livre et puis je disais Mohamed, ce livre-là, il gagnera des prix. Je pensais pas, j'avais dit, il gagnera un Renaudot parce qu'il est écrit pour des littéraires. Il est écrit pour des gens qui aiment lire, il est trop dur et il ne sera pas grand public. Il gagnera des prix parce qu'il est écrit pour... Mais je lui disais, honnêtement, j'ai dit, Mohamed, ton livre, il est trop dur, il est trop exigeant et c'est écrit pour gagner des prix. Et pour moi, c'était pas grand public du tout. Et pour le coup, on a des bandes où je le disais, ton livre, c'est pas possible. Il est trop dur, il fait des maux au cerveau. Ça sera pas pour monsieur tout le monde, les gens ne l'achèteront pas, mais tu gagneras des prix. Et non seulement il a gagné le Goncourt, mais en plus de ça, c'est l'un des Goncourt les plus vendus. Donc au final, il a trouvé un public, même avec cette exigence, il est très dur, mais il a trouvé un public au-delà même. Donc pour le coup, il a fermé des bouches, la mienne. Mais j'avais la même réflexion de me dire, il est trop littéraire. Il ne touchera pas le grand public, il est trop littéraire. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le lectorat. Il faut avoir de l'espoir au lectorat. Je ne sous-estime pas le lectorat, mais il y a la réalité. Moi, je vous assure,
J'ai vu des amis qui ont écrit des livres magnifiques, je vous assure, des bijoux. Et on se dit, mais ce livre, mais il faut que tout le monde le lise. Et c'est l'histoire de... Oui, exactement, c'est l'histoire de la littérature. Le monsieur qui est là, il écrit des livres qui font mal au crâne, et pourtant ce sont des livres magnifiques. Mais Dieudonné, il peut vous faire exploser le cerveau. Ce sont des livres magnifiques. Et puis, peut-être que ça trouvera un public, peut-être pas. Mais c'est une star déjà. Oui, dans le théâtre, oui. Sur le roman, il va vous faire des nœuds au cerveau. Donc, mais vraiment, c'est très intéressant parce que là encore, on est dans la transmission. Ces histoires-là, moi, j'ai envie de continuer à les voir dans les livres. Parce qu'on sait très bien que je vous souhaite des interprétations télé ou autres, mais on sait très bien qu'après, c'est édulcoré. Après, un film, c'est la vision de celui qui le produit, du scénariste. J'ai une anecdote d'ailleurs sur... Surtout d'écrire un deuxième livre et d'avoir une œuvre. Ça serait bien pour nous. D'avoir un deuxième, un troisième. Moi, j'aimerais me retourner et dire « Ah, j'ai écrit 10 livres !» Il y a d'autres... interventions avant que... J'avais une petite anecdote sur la télé. Tu disais, j'ai fait une rencontre avec une scénariste donc, qui a fait une série qui parlait de grève et de femmes de chambre pour France 2. Et le cahier des charges était très clair. Sur les 3 héroïnes, il fallait 2 blanches. Ça, c'était obligé. Tu ne pouvais pas y couper. Alors qu'elle voulait faire un truc avec des femmes noires, etc. Comme c'est dans le réel. Parce que c'est de la consommation. France 2, boum. Ils ont dit non, 2 blanches. Et tu trouves tes autres personnages. Une dernière question ou deux avant que l'on puisse... une question ou une petite réaction sur les différents auteurs. Oui. Alors, moi j'ai beaucoup échangé avec Rêve concernant son roman. Oui. Oui. Donc quand j'entends là qu'elle nous dit peut-être qu'elle va essayer de... Non. Pas se censurer, mais qu'elle va essayer de revoir la poésie. D'édulcorer un peu. Moi je trouve ça dommage parce qu'en fait la force de ton... après c'est un ressenti. Oui. Mais la force de ton roman, effectivement c'est sur l'écriture. Oui. Moi sur... on a vu nous aussi, on n'appelle pas ça des Mundele et autres, mais j'ai grandi dans un quartier aussi où il y avait ce type de personnage qui était venu pour la bauxite en fait. Donc ils étaient avec nous. Moi en fait l'histoire quand j'ai vu au début je dis bon il y en a qui va me parler de ce immigré qui va aller parce que c'est pas un expatrié. Mais c'est la langue qui m'a captivé, au contraire. Donc moi je pense qu'en fait si aujourd'hui les auteurs avec déjà il y a Claude et consorts, s'ils commencent à se censurer, à se dire bah écoute si je fais ça va être trop littéraire, ils perdent le lectorat. Parce que parfois le lecteur il est plus intelligent que l'écrivain même en fait on va dire, sans être grandiloquent ou autre. Mais l'idéal ou l'essentiel pour moi c'est d'abord le texte, pouvoir en fait capter quand même des lecteurs qui vont lire pour le goût de la lecture, même s'il y en a 5 ou 10. Mais ça restera en fait quand même des lecteurs qui sont là, mais se censurer en tant qu'auteur. Non, je me censure pas, mais en fait, il y a eu ça, et puis il y a eu aussi des retours le premier chapitre, je me permets de t'en parler d'un point de vue plus précis, tu sais, les premières pages, quand elle sort de la bibliothèque, etc., il y a eu des traducteurs qui ont du mal à les traduire. Il y a même des langues où c'était difficile, notamment en suédois, ça a été difficile de rendre compte. Donc je pense que je ne renoncerai pas forcément à la poésie, mais je pense que je vais pas tenter des trucs trop fous non plus. Parce que là, c'était trop perché quand même. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Voilà. Je discutais avec une autre écrivaine il n'y a pas si longtemps que ça, Estelle Sarabul, une antillaise, qui sort bientôt un roman. C'est pareil en fait, sur certains de ces romans, par exemple là où le chien parle par la queue, des morceaux n'ont pas été traduits exprès en fait. Oui. Et même quand on voit certains romans par exemple des auteurs américains, ils mettent en français dans le texte. Oui. Donc en fait, si nous aujourd'hui on entend déjà que le lectorat, on va dire qu'il se réduit, et qu'on commence à se censurer, et qu'on se dit en fait on va traduire comme ça, mais en fait c'est l'artiste qui se trahit pour moi. Oui. Je te suis en vous conseillant tous d'aller lire, si vous ne le connaissez pas encore, Percival Everett. Et s'il y a bien quelqu'un qui écrit des choses qui n'ont vraiment... Encore effacement, il est assez facile, mais là, le supplice de l'eau, où on a discuté avec Anne Lortissu, qui est sa traductrice, mais qui vous dit que c'est extrêmement
extrêmement difficile de traduire cet homme-là. C'est extrêmement difficile. Mm. C'est vraiment azimuté ce qu'il écrit, mais en même temps, c'est parce qu'il écrit ça qu'on va le lire lui. Exactement. Donc, faut pas perdre ça. Après, la question du lectorat, c'est légitime. C'est une question dont on se pose au-delà d'aujourd'hui, des difficultés de Grasset. Il y a 10 ans, on a fait des prises de parole et des tables rondes sur la question du lectorat africain, de ce qui achète, qui lit. Et il y a 10 ans, on se posait ces questions-là. Il y a 15 ans, certains se posaient cette question-là. Et aujourd'hui, on se posera toujours cette question parce qu'on aura toujours cette problématique du lectorat. Et que c'est légitime pour moi qu'une autrice se pose la question. Non, peut-être que je suis devenue paresseuse, je ne veux plus travailler. Voilà, c'est pas grave. Non, je vais travailler, je te promets que je vais travailler. Merci à vous. Et Merci d'être je venu. pense que notre temps est parti Merci, et merci. terminé. Merci encore. Merci à tous les deux. Merci à Joss pour cette animation très dynamique. Merci à